Clara Dupont-Moreau, vous recevez l'un des membres de la direction et porte-parole du NPA. Bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. Jusqu'à présent, vous vous étiez mis en retrait de la vie politique et voilà que pour les élections européennes, vous serez tête de liste en Île-de-France. Olivier Besancenot, pourquoi est-ce que vous replongez ? Je replonge pas, parce qu'en général, quand on plonge, on a des mauvaises surprises. Donc, je repars au combat électoral. Je me suis jamais retiré de la vie politique. Vous étiez en retrait. La vie militante, je continuais. J'étais de tous les combats, comme l'ensemble des camarades du NPA. Là, pour les élections européennes, il y a la possibilité de faire entendre une voix alternative et de le faire à plusieurs. C'est ça qui m'a convaincu. Et ce qui m'a convaincu à titre personnel, c'est l'urgence sociale et politique dans laquelle on est en train de vivre. Il y a une situation terrible, avec un gouvernement qui culpabilise des millions de personnes et nous expliquer qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Et il y en a surtout plus pour nos services publics, dans la santé ou dans l'éducation. Et d'ailleurs, comme il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État, on va en distribuer des milliards et des milliards pour les mêmes, c'est-à-dire les plus grandes entreprises, les plus grandes banques qui sont responsables d'une crise financière dans laquelle on continue d'être. Donc on aura cinq têtes de liste sur 5 circonscriptions. Il y a notre camarade porte-parole qui est Christine Poupin dans le Nord, qui avait failli être élue, elle, la dernière fois aux Européennes. Il y a Philippe Poutou, notre ancien candidat à la présidentielle. Et puis il y a aussi Pierre Leménaès, qui est ce syndicaliste de la SBFM. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est celui qui avait fait transpirer Nicolas Sarkozy sur un plateau télé en 2010, qui révélait un peu la France d'en bas. Puis on a aussi Gaël Dafiara, qui est un employé administratif dans l'Est. Le NPA, votre parti, est crédité de 1% d'intention de vote, alors que votre score était presque de 5% aux européennes de 2009. Pourquoi est-ce que le NPA n'arrive pas à profiter de l'impopularité du PS ? Mais ça, on va voir. C'est tout le défi. Donc là, il y a une campagne éclair, une campagne très très courte. Mais je crois que l'enjeu pour nous, c'est de dire à tous ceux et toutes celles qui hésitent à voter, qui disent qu'en gros les partis institutionnels ne les représentent plus, qu'il faut arrêter de se lamenter sur notre sort. Moi, je suis entouré de personnes dans mon entourage, des voisins, des collègues qui disent il y en a ras-le-bol, les politiciens racontent n'importe quoi, ils nous font toujours la même chose, ils nous la font toujours à l'envers. Et maintenant, de deux choses l'une, soit on continue à demander aux partis institutionnels de faire un truc qu'ils n'ont plus envie de faire, soit humblement, on se représente nous-mêmes. Et nous, c'est cette démarche qu'on a décidé d'adopter, en portant aussi des propositions concrètes pour déprofessionnaliser la politique. Alors vous y allez en solo, Olivier Besancenot, parce que vous avez proposé au Parti communiste, à Lutte ouvrière, de s'unir au NPA. Vous avez reçu une fin de non-recevoir. Comment l'expliquez-vous ? On le regrette que, en effet, on s'adresse à LO, au Parti communiste, au Parti de gauche, le Front de gauche, la direction, enfin une partie du Front de gauche était pour, mais la direction du Front de gauche nous expliquait que ça arrivait trop tard, qu'il fallait s'adresser à eux au moment des municipales. Or, au moment des municipales, c'était un peu compliqué de négocier avec le Front de gauche. Il fallait savoir avec quel Front de gauche on négociait, ceux qui étaient avec le PS ou ceux qui étaient contre. Maintenant, on en prend acte, on continue à dire que l'objectif est de constituer une opposition décomplexée à la gauche du gouvernement avec des propositions concrètes. Je vous parlais de déprofessionnaliser la politique par rapport à la crise politique qu'on vit. Ça veut dire interdire le cumul des mandats, faire la rotation des mandats, qu'on fasse pas plus de 2 ou 3 mandats au cours de sa vie. Ensuite, on retourne au boulot et on laisse sa place à d'autres. Et puis, c'est une proposition concrète. Il faudrait plafonner la rémunération des élus. Il n'y a pas de raison que ceux qui sont censés nous représenter gagnent plus d'argent que la majorité de la population. Donc il faudrait fixer la rémunération des élus à la hauteur du salaire moyen de la majorité de la population. Ce sera un moyen de faire en sorte que la politique ne soit plus un métier, une profession, c'est-à-dire d'éviter qu'on puisse faire carrière en politique, donc exclure les carriéristes du monde politique. Mais toutes ces propositions, ça veut dire que le Front de gauche était contre ces propositions. Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme argument pour refuser de venir avec vous ? C'est pas la première fois, il y a eu en 2009 aussi, où il y a eu une tentative d'alliance. Vous leur poserez la question. Je pense que la vraie raison, c'est que la direction du Front de gauche regarde peut-être plus du côté de la gauche du PS et d'Europe Écologie Les Verts pour essayer de faire quelque chose. Je pense que c'est une erreur. Maintenant, il y a des choses qu'on partage et puis d'autres choses qu'on partage pas. Sur les questions européennes, par exemple, je pense qu'on ne sera pas 36 000 à essayer de défendre une troisième option qui soit pas ni la version européiste libérale, ni le repli nationaliste et souverainiste et chauvin, mais celle d'une construction européenne qui soit alternative à l'Europe actuelle, où on sort des traités existants et on construit une Europe qu'on appelle, nous, des travailleurs et des peuples, avec là aussi des mesures qui pourraient être concrètes. Je pense à un salaire minimum européen qui serait basé sur les revenus nationaux les plus élevés. Ce serait la seule mesure concrète qui permettrait de lutter par exemple contre le dumping social et toutes les polémiques qu'on connaît autour de la directive des travailleurs détachés actuellement par exemple. Et contre la montée du FN, puisque les derniers sondages pour ces européennes donnent le FN en tête, qui obtiendrait 23% des voix. L'adhésion de la gauche, de l'extrême gauche, est-ce qu'elle profite à l'extrême droite, Olivier Besancenot ? Je pense qu'on serait plus fort si on était unis. C'est une des raisons pour laquelle on a fait une proposition unitaire. Maintenant, on continue à avancer. Il faut continuer à savoir être unis aussi, au-delà des divergences, même quand on n'arrive pas à s'accorder au moment des européennes. On l'a fait par exemple pour le 12 avril, c'était une manifestation importante. On sera dans la rue ensemble le 1er mai. Et le 1er mai, là, ça sera la réponse concrète au discours de Valls et à son pacte de responsabilité. Et c'est important parce que ça veut dire dans la séquence qui vient de s'ouvrir là, depuis que Valls est arrivé, cette fois-ci, la rue, pour l'instant, est d'abord et avant tout occupée par la gauche de la gauche non gouvernementale.
sociale, la gauche sociale et politique, et pas par l'ultra-droite, l'extrême-droite, comme Hérault l'avait connu pendant des mois et des mois. Et ça, mine de rien, ça pèse dans le rapport de force. Donc nous, on continuera à développer une politique unitaire. Vous défendez les classes populaires, or ce sont les classes populaires qui justement boudent le plus les élections européennes. Donc comment vous allez vous y prendre? Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là qu'il faut lever? Le paradoxe, c'est lié à cette crise politique terrible, c'est-à-dire qu'on a un monde politique qui ne nous représente plus, et les classes populaires, notamment à gauche, sont les premières à le sentir, pour la simple et bonne raison que quand vous avez un gouvernement de gauche qui arrive au pouvoir et qui vous mène une politique de droite, il y a quoi? C'est même plus de la déception, c'est même plus de la désillusion, c'est de l'exaspération, c'est de la révolte. Vous avez dit que Manuel Valls est un Robin des Bois à l'envers. Ouais, c'est-à-dire qu'il nous fait la poche, il fait la poche de la majorité de la population pour les mettre dans la poche d'une toute petite minorité, d'une classe sociale qui représente 1 ou 2% de la population. Enfin, je veux dire, le gel des prestations sociales sur le logement, sur la famille, sur les retraites, voire sur les retraites complémentaires. Dans le même temps, on continue à gaver les mêmes avec une politique qui est parfaitement inefficace. À un moment, il faudra rendre des comptes, sans parler du fait que là, on va changer probablement de modèle de sécurité sociale, avec un modèle où on mettra fin au système de cotisation sociale, c'est-à-dire le salaire socialisé, et on arrivera vers un système de fiscalité qui est le modèle anglo-saxon. Un dernier mot, Olivier Besancenot, à propos du rachat du groupe Alstom. Le groupe américain General Electric et l'amont Siemens sont tous les deux en concurrence pour le racheter. Affolement à l'Élysée. Votre réaction, qu'est-ce que vous en pensez? Ma réaction, c'est évidemment la crainte pour l'emploi et pour les sites industriels, mais je pense que la seule vraie réponse, ce serait la reprise publique. Pourquoi personne ne l'envisage et pas temporaire? Vraie reprise publique. L'État s'est dégagé, n'est plus actionnaire depuis 2006 d'Alstom. Oui, j'ai bien compris. On a donné ça à Bouygues d'ailleurs, puisque de toute façon l'État, à chaque fois qu'elle reprend, c'est pour renflouer quand ça va mal, et puis tout de suite après, on donne à des actionnaires privés qui font des choix industriels et d'emploi absolument dramatiques. Donc il faudrait une reprise publique, un contrôle public de l'entreprise qui soit placé sous le contrôle des salariés, mais aussi des usagers, parce que quand on parle du domaine du transport ou de l'énergie, je pense que les usagers auraient aussi peut-être leur mot à dire.